Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades et amis. L'actualité ce soir, eh bien, c'est l'appel à la préférence européenne lancé hier par 1141 dirigeants d'entreprises européennes comme ArcelorMittal, Michelin ou encore Engie. Face à l'attitude agressivement protectionniste des Américains et des Chinois, à quand un label Made in Europe? C'est ce que préconisait Super Mario Draghi, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, il y a déjà 16 mois. Pour éviter à l'Europe, rappelez-vous, une lente agonie, il l'a redit hier. Europe risks becoming subordinated, divided and deindustrialized. So we must decide. Do we remain merely a large market subject to the priorities of others? Or do we take the steps necessary to become one power? L'Union européenne et ses 27 membres qui souvent divergent, est-elle prête pour le sursaut existentiel du Made in Europe? Ce sera l'objet de notre débat avant qu'on vous retrouve Marie Bonisseau et Xavier Bauduit. Vous auriez 2 € à me prêter, Elisabeth? Ah, même à vous donner, Xavier. C'est gentil, c'est la somme qu'il faut désormais débourser pour s'approcher de la fontaine de Trévi à Rome, l'occasion d'une plongée dans la fontaine. Nous allons barboter, plongée historique bien sûr. Barbotez vous-même. Et vous, Marie? Bien, vertige, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de Maltbook. C'est un tout nouveau réseau social où seules les intelligences artificielles ont le droit de discuter entre elles. Elle est interdite aux humains, c'est ça? On n'a pas le droit, on peut juste lire. D'accord. À tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons la directrice générale de Médecins sans frontières pour évoquer avec elle la réouverture du poste frontière entre le sud de la bande de Gaza et l'Égypte, à Rafah donc, ce qui autorise 150 personnes à entrer ou sortir quotidiennement de l'enclave palestinienne pour accéder à des soins absolument vitaux. Par ailleurs, Médecins sans frontières, prix Nobel de la paix en 1999, devrait être banni d'ici la fin du mois de la bande de Gaza. Claire Magone s'en explique tout de suite. Bonsoir Claire Magone. Bonsoir. On est ravis de vous avoir dans 28 minutes. Je vous présente Alain Diaye et Benjamin Sportouche. Vous êtes directrice générale de MSF. La dernière fois que vous étiez dans la bande de Gaza pour superviser ce que font les soignants de Médecins sans frontières, c'était quand? C'était avant C'était fin septembre, juste avant le cessez-le-feu. Juste avant. On va évoquer l'actualité avec vous après un rappel de la situation donc réalisé par Gaël Legras. Claire Magone, vous êtes directrice générale de Médecins sans frontières. Depuis 1989, votre ONG intervient dans les territoires palestiniens. Hier, le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte, fermé depuis mai 2024, a enfin rouvert. La situation dramatique des Gazaouis en sera-t-elle considérablement améliorée? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Selon le Croissant Rouge, en ce mois de février 2026, plus de 20 000 blessés n'ont pas accès aux soins dans la bande de Gaza. Alors quand l'État d'Israël a officiellement annoncé qu'il serait possible de quitter l'enclave pour l'Égypte, un espoir s'est levé. Les premières ambulances ont pu entrer ce dimanche et depuis hier, donc, une cinquantaine de blessés accompagnés au maximum par 2 proches ont été autorisés à franchir la frontière. Cet homme qui vit à Gazaville et qui a été amputé d'une jambe attend impatiemment la pose d'une prothèse. معبر رفح هو شريان الحياة هو كل الحياة أصلا لأنه الحمد لله رب العالمين إذا فتح معبر رفح لأنه كل حياتنا هتتغير بإذن الله إحنا هنسافر اللي بنعاني في غزة الآن إحنا معرضين لعمليات شديدة الأمور مش هتقوموا فيها في غزة لأن من الخارج بإذن الله تعالى هنطلع ونعمل عملياتنا. Cependant, pour franchir le poste de Rafah, Israël impose des conditions très strictes. Par ailleurs, l'État hébreu continue à bombarder la population. 32 personnes sont mortes samedi dernier selon la Défense civile, un organisme de premier secours opérant sous l'autorité du Hamas. Enfin, autre précision qui n'incite pas à l'optimisme, le ministère de la Diaspora, responsable de l'enregistrement des organisations humanitaires, a annoncé que Médecins sans frontières devait quitter le territoire d'ici le 28 février. Le gouvernement israélien vous reproche de ne pas lui avoir fourni la liste de vos employés palestiniens. Pour vous, c'était impossible, car cela équivalait à donner un pouvoir de coercition supplémentaire à Israël, pouvoir qui pourrait menacer la sécurité du personnel. En conséquence, et malgré l'ouverture du poste frontière de Rafah, vous considérez que la bande de Gaza survit toujours dans un contexte général d'étranglement de l'aide humanitaire.
Claire Magone, on évoquait 20 000 blessés et parmi cette population de gens qui ont désespérément besoin de soins, 3 000 enfants, c'est ça, qui ont besoin de sortir pour accéder à des soins qu'ils ne peuvent pas recevoir dans la bande de Gaza. Tout à fait, des patients qui soit ont des blessures traumatiques qui ne peuvent pas être traitées dans les conditions de Gaza, soit des maladies chroniques, soit qui sont atteints de cancer. Donc c'est toute cette population-là qui attend désespérément une évacuation médicale. Rappelons que la superficie de la bande de Gaza, c'est l'équivalent à peu près de Toulon, de la ville de Toulon, hein, dans le sud de la France, pour une population, avant le début de la guerre, de 2 millions d'habitants. Il y avait combien d'hôpitaux dans la bande de Gaza? 36 hôpitaux en activité. Aujourd'hui, j'ai perdu un peu le compte, mais on peut dire qu'à peu près aucun n'est complètement fonctionnel, puisqu'ils ont été méthodiquement mis à terre, assiégés, mis hors d'état de fonctionner. Alors qu'est-ce que ça change concrètement, cette réouverture du passage entre l'Égypte et la bande de Gaza? Comme le reportage l'évoque, il y a une bonne partie de la population de Gaza qui souhaite désormais sortir de Gaza après 2 ans et demi de guerre totale et de guerre d'usure qui ont rendu la vie absolument invivable à Gaza. Donc il y a des gens qui veulent sortir et il y a effectivement cet espoir que les blessés pourront sortir autrement qu'au compte-gouttes, même si, on l'a vu aussi dans votre reportage, pour l'instant, il s'agit surtout de tester le dispositif de sortie et non pas d'ouvrir véritablement l'enclave, en fait. De tester, qu'est-ce que vous entendez par là? De tester avec tout le dispositif extrêmement sécuritaire que Israël continue à mettre en place et à imposer sur la population de Gaza et d'ailleurs sur les organisations humanitaires. MSF, Médecins sans frontières, a combien de soignants, de médecins, de brancardiers au total? On a 1300 collègues palestiniens dans la bande de Gaza et aujourd'hui une 50aine de personnels internationaux. Alors il y a du personnel médical, paramédical, mais aussi des personnes en charge des ressources humaines, etc. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des équipes MSF et on soutient 6 hôpitaux. On gère en direct également 2 hôpitaux de campagne et on soutient 5 centres de soins primaires dans des domaines aussi divers que les questions de soins chirurgicaux, soins post-chirurgicaux, puisque les gens non seulement se font mutiler, bombarder, déchiqueter, mais ensuite souffrent de séquelles pour certains, pour de nombreuses personnes à vie. Mais on fournit aussi des soins dans le domaine maternel, dans le domaine de la malnutrition, enfin sur toute la gamme finalement des soins primaires et secondaires. L'ONU avait évoqué à la fin de l'année un état de famine et puis l'ONU est revenue sur ce diagnostic d'une certaine façon en disant que la famine a été repoussée. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, vous corroborez ce jugement? En fait, il y a l'insécurité alimentaire, elle est chronique depuis que l'étranglement de la population de Gaza s'est accru. En juillet-août, il y a eu une situation de famine caractérisée par une situation de pénurie extrême, c'est-à-dire qu'on ne trouvait plus les aliments sur le marché. Moi, quand j'y étais, ils étaient à nouveau accessibles, mais à des prix exorbitants, donc on avait toujours un gros problème d'accès à l'alimentation. Alors, on va évoquer avec vous, Claire Magone, et avec Anna, le fait que le Hamas, qui est à la fois une organisation politique et militaire terroriste à l'origine du massacre du 7 octobre 2023, serait prêt à passer la main politiquement. Oui, c'est en tout cas ce qu'a annoncé Hazem Kassem, porte-parole du Hamas à Gaza la semaine dernière. Il a précisé, je le cite, des protocoles ont été préparés, des dossiers finalisés. Tous les ministères sont prêts pour un transfert complet de la gouvernance de Gaza dès que possible. Alors un transfert à qui? À un comité national désigné par le Conseil de la paix de Donald Trump et qui sera composé d'une 15aine de technocrates palestiniens apolitiques, c'est important. Si tout se passe comme prévu, ils auront donc la responsabilité de gérer les affaires civiles, finances, santé, éducation dans la bande de Gaza à la place du Hamas. Et je rappelle que le Hamas avait d'ailleurs conditionné ce transfert de gouvernance à l'ouverture du poste frontière de Rafah pour que les membres de ce comité puissent y entrer. Et c'est donc chose faite. Alors vous vous êtes rendu à 2 reprises dans la bande de Gaza. Que disent les Palestiniens? Est-ce qu'ils sont dans l'attente d'un changement politique? Les Palestiniens, quand je les ai revus fin septembre, ils étaient surtout dans l'attente de l'arrêt des bombardements et dans une forme de désespoir total. Donc l'avenir qu'il semble offert à la population de Gaza est extrêmement confus parce qu'il y a coexistence de plans plus ou moins délirants d'ailleurs. Mais ce que la population palestinienne de Gaza espère, c'est surtout de
j'allais dire, de retrouver une vie normale, mais je pense que ça, c'est derrière eux, mais au moins de pouvoir vivre à nouveau dans des conditions acceptables, en fait. Ils en étaient là, les Palestiniens de Gaza. Alors Israël a demandé à MSF, à votre organisation, de quitter le territoire le 28 février, à la fin de ce mois. Ils vous ont demandé de donner la liste de vos employés palestiniens. Vous avez refusé. Pourquoi l'avoir fait alors qu'en effet, vous souhaitez rester sur place? Est-ce que ça ne valait pas le coup de leur donner ces noms-là parce qu'il y avait un impératif sanitaire? On va faire peut-être un petit zoom arrière sur ces questions d'enregistrement parce que d'abord, il faut savoir que Médecins sans frontières, on est enregistré auprès de l'autorité palestinienne à Gaza, en Cisjordanie. Mais depuis mars 2025, il y a le ministère de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme qui est devenu le ministre de tutelle des organisations non gouvernementales et qui réclame donc à la fois qui a réclamé le transfert de données personnelles des employés des organisations internationales, mais pas que, puisque quand même l'ensemble du processus d'enregistrement comporte aussi des critères éminemment politiques, puisqu'il s'agira de scruter les candidatures au réenregistrement des ONG aussi à l'aune de ce que leurs prises de parole ont pu porter atteinte à la légitimité d'Israël. Les appartiennent au Hamas, c'est aussi ce que dit l'État d'Israël, de dire qu'il faut que vous preniez des intervenants dont Israël dit qu'ils peuvent appartenir au mouvement Hamas, non? Ça, c'est... Alors, je faisais ce zoom arrière pour dire que dans les critères d'examen, le fait même d'avoir critiqué les violences de masse, d'avoir dénoncé la campagne génocidaire à laquelle l'armée israélienne se livre à Gaza est un critère de disqualification des ONG. Et en effet, sur la question spécifique de le transfert des données, nous, depuis mars 2025, avec d'autres organisations non gouvernementales, on a cherché à avoir des éclaircissements parce que dans le contexte qu'on connaît, donner à l'aveugle, sans condition, sans discussion, des données personnelles pour notre personnel international et national, et donc un pouvoir de coercition sur les humanitaires et sur son personnel qui peut se retourner contre leur sécurité. Pour nous, c'était inconcevable. Et après plusieurs mois de demande d'éclaircissement, il nous est apparu clairement ces derniers jours qu'on n'avait pas cette possibilité de dialogue. Donc c'était vraiment une espèce de clapet sans retour possible que Israël nous demandait de faire sans garantie derrière que nous allions être enregistrés. Et donc nous avons fait savoir que nous n'allions pas nous plier à cette instruction-là, à cette demande. Claire Magal, on peut dire un dernier mot sur la situation de quelque chose dont on parle peu, l'eau qui vient à manquer, l'eau qui est, vous le dites, non potable et non buvable dans la bande de Gaza. Oui, elle l'a toujours été en fait, puisque l'eau à Gaza, pour être rendue alors buvable et potable, c'est-à-dire propre à la consommation et non contaminée, elle doit être dessalinée. Et pour être dessalinée, elle dépend de toute une chaîne qui consiste à pouvoir dessaliner l'eau dans des centrales, puis l'acheminer. Aujourd'hui, l'acheminement de l'eau se fait via des camions citernes et ensuite se faire distribuer dans des points d'eau. Et vous contribuez à ça? On contribue largement à ça. En octobre 2025, 30 000 personnes par jour, 6 litres d'eau par jour. On est un acteur majeur de la distribution d'eau. Médecins sans frontières. Merci d'être venu témoigner. Claire Magone, merci infiniment. Merci à vous. On va passer à notre débat sur l'initiative destinée à sauver la compétitivité de l'économie européenne face aux mastodontes chinois et américains. Instaurer une préférence européenne dans les marchés publics, un Made in Europe, comme on dit. Alors comment faire concrètement? L'Union européenne peut-elle démondialiser la consommation sur son sol? Comment empêcher l'Europe de devenir une simple chaîne de montage pour puissances extérieures? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Produire et acheter européen, une idée fixe pour Stéphane Séjourné. Le vice-président de la Commission européenne, chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, vient de publier une tribune dans le journal Les Échos. Avec plus de 1000 dirigeants d'entreprise, il appelle à établir une véritable préférence européenne pour sécuriser l'emploi et la production. Les Chinois ont le Made in China, les Américains ont le Buy American, alors pourquoi pas nous ? Développer le Made in Europe. Voilà des mois que le commissaire européen invite les 27 à un sursaut pour réindustrialiser l'Europe. L'Europe doit être forte, lucide et prête à se défendre. Une partie de notre industrie a été torpillée par des pratiques très agressives.
Stéphane Séjourné dénonce une concurrence internationale déloyale, à coups de subventions massives, de violations de la propriété intellectuelle et de droits de douane records dont se félicite chaque jour Donald Trump. We were being laughed at, we were a joke. Yeah, but not a joke anymore. And all because we have a president who does something very simple, puts America first. La question de la compétitivité de l'Europe sera au menu d'une réunion en Belgique dans 10 jours. Mario Draghi y sera invité. Surnommé Super Mario, depuis qu'il a sauvé l'euro de la crise de la dette grecque en 2012, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne n'a de cesse de mettre en garde contre le décrochage économique. Voulons-nous rester un simple grand marché, soumis aux priorités des autres, ou voulons-nous prendre les mesures nécessaires pour devenir une seule et même puissance ? Alors, face au protectionnisme chinois et américain, les 27 doivent-ils promouvoir le Made in Europe ? Cette préférence européenne risquerait-elle de contrevenir à l'un des fondements de l'UE, à savoir la défense du libre-échange ? Les trois participants à notre débat. Sylvain Bersinger, bonsoir. Vous êtes économiste fondateur du cabinet d'études Bersinger Co. Et selon vous, défendre la préférence européenne n'est pas la bonne approche. Au lieu de dire qu'il faut privilégier les produits européens, eh bien, il faudrait faire en sorte qu'ils deviennent au moins aussi bons que les autres pour que le monde ait envie de les acheter. À côté de vous, Olivier Louancy, bonsoir. Vous êtes professeur au CNAM, ancien conseiller industriel Élysée. Ça, c'était entre 2012 et 2014. Vous avez publié un essai, Réindustrialiser, le défi d'une génération. Et selon vous, la préférence européenne fait clairement partie de la solution. C'est même incontournable. Sans cette préférence, on ne pourra pas maintenir le socle industriel nécessaire à notre souveraineté à l'échelle européenne. Et à côté de vous, Anaïs Voigilis, bonsoir. Géographe, spécialiste des enjeux industriels en Europe. Dernier essai pour une révolution industrielle. Vous considérez que l'Europe est en train de perdre des parts de marché à l'échelle mondiale. Elle paye notamment le manque de clarté stratégique, son manque de clarté stratégique. Un exemple, sur les véhicules électriques, un coup on y va, un coup on revient en arrière. Vous ajoutez, c'est un peu erratique. Et on démarre avec la déclaration du jour. Elle est signée Stéphane Séjourné, le vice-président de la Commission européenne. Regardez, nous risquons de laisser notre continent dégénérer progressivement en une simple chaîne de montage pour puissances extérieures, met-il en garde dans une tribune publiée dans Les Échos et signée donc par des centaines de personnalités du monde de l'entreprise et des affaires. Anaïs Voigilis, on risque vraiment de devenir en quelque sorte l'atelier du monde à notre tour, comme le fut par exemple la Chine autrefois ? Alors, est-ce que vous me permettez déjà de commencer un commentaire sur la tribune ? Parce que moi, je pense qu'il faut saluer le fait d'avoir rassemblé plus de 1000 chefs d'entreprise. Qui a été publié dans Les Échos, donc. Et dans une vingtaine de journaux en Europe. Par contre, il y a deux commentaires qui sont frappants. C'est une tribune qui est floue. Qu'est-ce qu'on prône derrière ça ? On dit la préférence européenne, mais qu'est-ce qu'on met derrière ? Et une deuxième chose, et je pense qu'avec cette deuxième chose, je ne vais pas me faire que des amis ce soir, mais j'aimerais que les 1100 dirigeants appliquent la préférence européenne aussi dans leurs achats. C'est-à-dire pas uniquement demander à l'Europe d'appliquer la préférence européenne, mais que eux, quand ils ont des stratégies d'achat, privilégient le tissu productif européen, parce qu'on est tous dans le même bateau, donc jouer collectif. Et pour répondre à votre question plus précisément, oui, aujourd'hui, l'Europe est en train de perdre des parts de marché très rapidement dans tous les secteurs. L'Asie est dans une situation avec une Chine qui n'a pas de demande, enfin une demande qui est en train de s'affaiblir, donc qui cherche des nouveaux relais de croissance avec des surcapacités de production. Donc elle vient naturellement vers l'Europe avec le marché américain qui se ferme. À la fois les mesures qui ont été prises depuis Obama sur des mesures anti-dumping, mais aussi avec les mesures qui ont été prises par Biden, puis par Donald Trump, pas avec la même agressivité. Et donc l'Europe est très passive face à ça. Elle répond avec prôner l'ouverture, mais finalement des règles positives, mais du passé. Olivier Louancy, vous partagez, si on a bien compris, ce constat pessimiste. Vous dites que l'industrie européenne n'a plus d'avantage concurrentiel décisif pour produire sur son sol. C'est pas excessif? Ah non, je pense pas. Je pense que l'industrie européenne était beaucoup fondée sur l'industrie allemande. Ça fait un moment que la France s'est désindustrialisée. C'est quelque chose qui est maintenant consensuel. On ne va pas refaire le débat ici. Et l'industrie allemande, elle fonctionnait sur une capacité d'exportation, notamment en Chine. C'est un marché qui est en train de se fermer progressivement. Et puis son deuxième énorme avantage, c'était du gaz russe pas cher, qui a permis à cette industrie d'être relativement compétitive et de tenir dans un marché mondial qui était ouvert. Avec la crise en Ukraine, ce gaz russe s'arrête et à ce moment-là, on commence à voir
une désindustrialisation en Allemagne qui est très marquée et très rapide et qui est en train d'entraîner avec elle l'ensemble du tissu industriel européen. Ce n'est pas les pays d'Europe de l'Est où j'ai eu l'occasion de travailler pendant presque 10 ans qui en fait alimentent l'industrie allemande qui vont résister à ce déclin de l'industrie allemande. Donc oui, on est en phase de déclin et ce gaz russe pas cher était le dernier facteur véritablement de compétitivité qu'on avait. Et donc, il va falloir trouver d'autres choses. Vous pouvez aller chercher de la compétitivité. Alors, mais il va falloir on va en parler après, mais le Mais constat... en phase de déclin, Sylvain Bersinger. Alors, je crois qu'en fait... Est-ce qu'on a été naïf à ce point ? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a peut-être un constat, une analyse plutôt plus structurelle, une analyse plus conjoncturelle. Vous avez tout à fait raison. L'industrie allemande a pris un gros coup sur la tête parce qu'elle était dépendante du gaz russe. Et donc, ses coûts ont explosé dans la chimie, dans la métallurgie et dans l'automobile, qui était une grosse base industrielle allemande. C'est depuis l'agression contre l'Ukraine, c'est ça? C'est autre chose. Mais c'est qu'ils ont raté le virage électrique et que les Chinois sont globalement passés devant. Après, globalement, malgré tout, on est... Oui, il y a eu une crise de l'industrie. Je ne crois pas non plus qu'on est en train de devenir une simple chaîne d'assemblage mondiale. Les exportations européennes industrielles, alors oui, elles ont un petit peu baissé, 2022-2023, mais globalement, elles ne se sont pas effondrées. Vers les États-Unis, elles n'ont même pas baissé malgré les droits de douane. Donc l'Europe reste, et l'Allemagne, oui, il y a une crise conjoncturelle de son industrie, c'est évident, mais il y a des bases industrielles extrêmement solides. Donc on n'est pas en train de devenir une chaîne d'assemblage. Il ne faut pas non plus, je crois que c'est exagéré. Olivier Lance. Donc pour vous, la solution, c'est la préférence européenne, c'est-à-dire du protectionnisme alors Alors, il y a nous qui avons été les apôtres du libre-échange. Vous avez parlé de Mario Draghi qui a fait l'essentiel de son rapport sur la compétitivité. Donc oui, on peut être plus compétitif en Europe. On a un modèle de société, on a des ambitions environnementales, un modèle social. Ça peut être mis en œuvre avec moins de règles et plus d'efficacité, et donc d'un gain de compétitivité, sans renier nos valeurs. Ça, c'est la première chose. Mais quoi qu'il arrive, quelles que soient les manières dont on va mettre en œuvre ces valeurs, on va rester plus cher. Avoir un modèle social, des ambitions environnementales, c'est imposer des contraintes sur une production, c'est créer des coûts supplémentaires que n'ont pas les autres. Et donc, à un moment donné, oui, il va falloir se décider de protéger notre marché. Vous avez sorti le gros mot de protectionnisme. Non, je ne suis pas pour du protectionnisme, mais oui pour de la protection. J'appelle ça faire du protectionnisme en dentelle, c'est-à-dire choisir nos combats, choisir les catégories de produits sur lesquels on a décidé de se protéger afin de garder une puissance productive sur ces produits. Pas pour vous. Alors, oui et non, mais ni en dentelle, ni en sabot. Alors, non, je ne suis pas forcément à partir du libre-échange à tout craint, on peut trouver des exceptions. Mais je trouve en fait que le terme du débat posé peut-être par Stéphane Séjourné n'est pas forcément le bon. Si on dit il faut se protéger, dire qu'on part du principe que quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourra pas être compétitif, on ne pourra pas avoir des produits qui pourront concurrencer les produits chinois, américains ou japonais ou que sais-je. Donc je trouve que si on commence par là, on dit que déjà on a perdu. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourra pas avoir des produits compétitifs. On a perdu dans les règles d'avant qui étaient celles de l'OMC. C'est un peu différent. Est-ce qu'on a perdu des... Non, mais alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'Allemagne, elle est structurellement en désindustrialisation depuis 2016. C'est pas que depuis la crise en Ukraine. Et par ailleurs, ça se voit peut-être pas forcément en termes de chiffres sur les fermetures d'usines, bien qu'aujourd'hui on ferme plus d'usines qu'on en ouvre, notamment en France. Mais vous avez toute la chimie européenne qui fonctionne pas à pleine capacité. Vous avez les acteurs du verre les producteurs de verre, donc les fenêtres, les verres dans lesquels on boit, qui arrêtent des lignes de production faute de demande. Je veux dire, l'industrie européenne est sous pression, c'est très clair. Après, la préférence européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est pas du protectionnisme forcément. C'est de dire, sur les marchés publics européens, privilégions des produits fabriqués en Europe au regard de normes sociales, de normes environnementales, etc. Donc c'est par exemple considérer une intensité carbone d'un produit, se dire que de l'aluminium ou de l'acier qui est fait en Europe va être mieux disant sur le plan environnemental que... Enfin, du fait, on va fermer les marchés non, on va pas à d'autres pays. On va pas forcément les fermer. Par ailleurs, je vais vous donner autre chose, c'est que la Chine fait un dumping extrêmement agressif. Vous avez aujourd'hui des producteurs européens qui ont des usines en Chine, donc qui connaissent les coûts de production en Chine, qui voient les produits chinois arriver sur le marché européen à des prix inférieurs à leurs coûts de production en Chine. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème dans l'équation. La question, c'est pas du protectionnisme, la question, c'est de la réciprocité. Comment on demande aux autres de s'aligner sur nos normes ? Et bien alors justement, à propos de réciprocité, je vous propose de regarder une archive. Ça remonte à 2005. Airbus accepte de construire une usine d'assemblage en Chine, vous vous en souvenez, sur le principe de la réciprocité. On appelle ça le donnant-donnant. Regardez. Une commande historique pour l'avion européen. Il ne manquait plus que la signature pour la rendre officielle. Elle a été apposée cet après-midi à Matignon par le président d'Airbus et celui de la compagnie d'aviation chinoise. Mais dans le contrat, une contrepartie.
Le Premier ministre chinois en a parlé hier à Toulouse avec les responsables d'Airbus. La Chine veut une usine pour assembler localement des Airbus sur son territoire. Déjà, elle fabrique des pièces d'Airbus et elle voudrait aller plus loin dans sa collaboration. Une situation gagnant-gagnant. Pour autant, Airbus ne veut pas parler de transfert de technologie, mais de coopération. Je peux vous dire d'une manière certaine que si nous ne pratiquions pas ce type d'approche, nous serions mis en position seconde et pas en position première sur un marché comme celui de la Chine. Sylvain Bersinger, est-ce qu'il ne faut pas faire la même chose sur les transferts de technologie? Les Chinois nous en ont demandé. Est-ce qu'on ne doit pas aussi leur faire cette requête-là? Alors, éventuellement, je pense que dans notre débat, quand on parle de l'Europe vis-à-vis du reste du monde, il y a le reste du monde versus la Chine et peut-être les États-Unis depuis que Trump fait n'importe quoi. En fait, la Chine, c'est vrai, est extrêmement agressive. Je rejoins ce que disait Madame, avec des stratégies, alors tout point de vue, sur les salaires, sur le taux de change, sur les subventions, sur plein de choses, ils sont extrêmement agressifs. Le reste du monde, c'est très différent. Donc je pense qu'on a parfois, dans ce qu'on entend dans les médias, ou Stéphane Séjourné ou sur ce plateau, on a un peu l'impression que l'ensemble du reste du monde, c'est la Chine en termes de concurrence. Mais c'est vrai, quand on voit le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine, on est impressionné. 284 milliards d'euros en leur faveur. Oui, alors il y a plusieurs choses. La Chine, effectivement, a une stratégie, clairement, c'est ce que vous disiez, n'a plus de demande intérieure ou plus assez, et donc pousse à tout crin l'exportation parce que c'est leur seule demande qui leur reste. Ça ne veut pas dire que l'Union européenne, dans son ensemble, a un déficit commercial. Alors ça dépend des années sur les prix de l'énergie, mais on arrive à maintenir une base industrielle et un solde commercial. Alors pas la France, mais nos voisins. Mais oui, clairement, je pense qu'il faut distinguer la Chine, qui est une stratégie très agressive, et vis-à-vis de laquelle des mesures contraignantes sur les voitures électriques, d'obligation de transfert de technologie et autres, sont à mon avis légitimes, parce que c'est vrai qu'il y a des pratiques complètement anticoncurrentielles de la part de la Chine, mais il ne faut pas mettre l'ensemble du reste du monde dans le panier chinois et avoir la même attitude vis-à-vis du Brésil, de l'Inde et de plein de pays que vis-à-vis de la Chine. La préférence nationale, c'est quand même quelque chose dans les marchés publics qui est appliqué par un ensemble d'États. Je veux dire, la Chine a des choses, elle ferme des marchés publics. Les États-Unis ont le Buy American Act. La Corée du Sud fait aussi de la préférence coréenne. Donc, c'est pas quelque chose d'incongru, c'est quelque chose qui existe à peu près dans tous les pays du monde. Ça veut dire qu'il faudrait subventionner les entreprises ou certains secteurs pour justement se protéger. On est sur l'achat public. On est sur l'achat public. Par exemple, si on prend le cas américain aujourd'hui, si vous proposez à un service public américain le même bien, il est considéré comme équivalent, même si le prix de bien américain est 20% plus cher dans les usages civils et 50% plus cher dans les usages militaires. Donc, si vous avez deux prix différents, ils sont considérés comme équivalents vu de l'administration américaine. C'est une préférence qui est donnée. Il n'y a pas de subvention. C'est la préférence nationale. C'est la préférence nationale. Et derrière ça, le calcul qu'on fait très rarement, c'est que si vous achetez un bien américain aux États-Unis ou un bien français en France, vous avez des emplois, de la TVA, des impôts, des gens au chômage en moins. Et ça vous fait un retour sur investissement sur la puissance publique. Et on a calculé sur une demi-douzaine de catégories de produits, il n'existe pas d'études exhaustives, que ça rapporte à la puissance publique plus que ça ne lui coûte en achetant du Made in France. Voilà typiquement un genre d'approche un peu globale qui permet à la fois de faire du développement économique et de la protection de notre outil productif. On a perdu du temps là-dessus. Moi, je suis favorable effectivement à ça, à cette préférence nationale des achats publics, dans certains secteurs stratégiques. Lesquels ? Alors, ça peut être la défense, ça peut être le numérique, ça peut être des secteurs qu'on a, certains plans de la santé. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce que vous dites est exact, mais ça, dans le fond, ça revient à une subvention, puisque l'État paye, ou le pouvoir public paye plus cher un produit qu'il ne l'aurait payé sinon. Donc, alors, c'est pas vraiment, ça s'appelle pas une subvention. C'est une subvention déguisée, quoi. Mais voilà, c'est quand même de l'argent public qui est mis. Donc, dans les secteurs stratégiques, qui est récupéré après en forme de taxes, d'emplois, d'activités, d'emplois induits. Sinon, subventionner du chômage. Je suis d'accord. Alors, après, il y a un autre problème, c'est que si vous faites un protectionnisme massif, le problème, c'est que d'autres vont faire ce même protectionnisme aussi. Donc après, c'est toujours le même problème. Si vous dites, moi, je verrouille tous mes marchés, vos voisins disent, moi, je verrouille tous mes marchés, et tout le monde verrouille ses marchés. Exactement, il va y avoir cette réciprocité-là aussi, Anaïs Wojcicki. En fait, je pense qu'il y a de la nuance, mais les autres sont fermés en termes de marché public. En fait, le taux d'ouverture des marchés publics européens est l'un des plus élevés du monde. Heureusement, en 2022, on a progressé en mettant de la réciprocité sur l'accès au marché public. Pour rappel, les marchés publics, c'est 15 points de PIB en Europe. Alors bien sûr, il y a déjà des choses qui servent des acteurs européens, mais surtout, c'est aussi un moyen de mettre en cohérence la politique industrielle avec la politique environnementale. Se dire que si vous voulez privilégier, par exemple, le développement d'acier bas carbone, d'hydrogène bas carbone, etc., il faut que via les achats publics
ou infrapublic, eh bien, vous l'encouragez par des critères carbone. Et là, vous n'êtes pas dans de la subvention, vous êtes juste mettre en cohérence vos politiques face à des acteurs qui sont agressifs. Alors, on parle beaucoup de la Chine, certes, mais l'Inde ne va pas nous faire de cadeaux. Je veux dire, le monde a changé et l'Europe veut rester ouverte dans un monde qui s'assoit complètement sur notre naïveté et qui nous crache limite dessus. Alors, quelqu'un avait alerté, c'était il y a plusieurs mois, 16 mois, 1 an, c'était Mario Draghi, avec un rapport qui disait il faut sauver l'Europe de l'agonie. Où est-ce qu'on en est 1 an après ? Bien, donc c'était le 9 septembre 2024. Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne, tentait de réveiller une Europe endormie, trop lente à se transformer, avec une recommandation choc notamment, investir 800 milliards d'euros pour relancer la compétitivité face aux mastodontes chinois et américains. 1 an plus tard, le groupe de réflexion européenne Policy Council a créé un observatoire Draghi pour évaluer l'avancée de chacune de ces mesures. Et le constat est sans appel. Seules 40 mesures sur les 383 du rapport ont été mises en œuvre. C'est l'équivalent à peu près d'une mesure sur 10. Alors certes, l'Europe a avancé sur l'industrie de défense avec notamment le lancement du plan SAFE, le programme doté de 150 milliards d'euros qui est censé créer un grand marché d'achat d'armement commun. Avancé aussi sur la simplification des normes pour les entreprises, sur l'environnement notamment. Quant à la diversification des échanges commerciaux, l'Union européenne s'est plutôt félicitée de la signature des accords récents avec le Mercosur et l'Inde. Mais pour tout le reste, et vous en parliez tout à l'heure, le coût élevé de l'énergie, la relance de l'industrie automobile, la fuite des cerveaux et la dépendance aux terres rares, les intentions politiques existent, mais ce qui pose problème, ce qui fait défaut, c'est la détermination des États à passer à l'action. C'est un sujet qui sera d'ailleurs au menu de la réunion informelle sur la compétitivité qui est prévue en Belgique le 12 février entre les chefs d'État des 27 pays et à laquelle est convié Mario Draghi. Alors Olivier Luanzi, est-ce que la principale difficulté, en fait, ce n'est pas d'arriver à se mettre d'accord quand on est 27 et justement à passer à l'action concrètement ? Si, tout à fait. Enfin, on a la diversité des positions européennes. La préférence européenne, par exemple, est défendue par le gouvernement français. Mais il faut savoir qu'avant de prendre cet arbitrage, cette position, il y a eu des débats très importants et il y a une partie des administrations et du gouvernement qui n'était pas favorable à ce qui peut nous paraître, en tous les cas, ce qui me paraît une évidence. Et si vous élargissez au niveau européen, oui, il y a des États qui ne sont pas convaincus de ça, pour des fois des bonnes raisons. Si vous prenez par exemple l'Allemagne, vous avez des entreprises comme BASF ou Volkswagen qui ont fait de la Chine leur deuxième maison productive. Le modèle qu'ils ont envisagé pour eux, c'est de produire en Chine à des coûts chinois pour réexporter sur le marché européen. Quand ils voient arriver ce type de dynamique-là, eh ben, ils se heurtent à leur modèle et à leur stratégie. Et donc, ils poussent auprès du chancelier pour éviter des formes de protection ou de préférence européenne. Et donc, on sent bien cette tension. Petite parenthèse en Allemagne, les grands groupes ont plutôt cette position. Le Mittelstand, dont on parle beaucoup, ces entreprises de taille intermédiaire, elles sont beaucoup plus sur des sujets de préférence européenne, proches de la position française. Sylvain Bersinger, est-ce que vous avez l'impression que justement ce projet est trop tardif, celui de Draghi, ou sur le fond, vous n'êtes pas d'accord ? En fait, je pense qu'on mélange peut-être 2 sujets, parce que le rapport Draghi, alors il y a plein de choses dans le rapport Draghi, mais le cœur du rapport Draghi, c'est pas l'industrie, c'est le numérique. Le cœur du rapport Draghi, c'est de dire on a décroché notre dépendance. Voilà, dépendance numérique. Au numérique et là, on est plus américain. sur les services numériques. Le rapport Draghi, il dit en gros, on a décroché en termes de productivité, même si c'est débattu, parce que c'est très dur de mesurer les écarts de productivité, parce qu'on a un rapport. En gros, on n'a pas les GAFA pour faire simple. Donc les grands groupes, comme Amazon, comme voilà. Apple, Donc le cœur du rapport Draghi, c'est de dire les Américains ont développé une industrie du numérique, de l'IA, etc. que nous on n'a pas, et ça crée un écart de compétitivité. Donc le cœur du rapport Draghi n'est pas industriel en fait. Donc je ne sais pas si on mélange pas un peu peut-être deux sujets qui sont tous les deux très importants, mais notre dépendance et nos faiblesses sont bien plus dans le numérique, où là pour le coup on est vraiment largué par rapport aux Américains, que dans l'industrie. Et elles sont aussi nos faiblesses, Anaïs Voigis, par exemple sur les terres rares. Comment on fait pour faire jouer la préférence européenne quand sur les terres rares, qui font nos téléphones portables et tout ça, c'est indispensable, c'est la Chine qui les possède? Alors déjà la Chine ne les possède pas forcément. Les terres rares, elles sont situées à différents endroits dans le globe. Et il est vrai que la Chine, avec sa stratégie des nouvelles routes de la soie, a acquis des positions de force en termes d'extraction et de raffinage de ces matières premières critiques. Mais rien ne nous empêche, en termes de diplomatie, d'aller travailler pour avoir, nous aussi, un approvisionnement en terres rares. Et donc,
en travaillant sur les chaînes de valeur et peut-être sur la remontée des chaînes de valeur des États qui les possèdent, ce qu'est en train d'essayer de faire l'Indonésie. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi des richesses dans notre sous-sol et la question qui se pose, c'est est-ce que nous avons envie de les accepter? Oui, mais à un moment, on ne peut pas déléguer... En même temps, vous disiez tout à l'heure que pour des considérations environnementales, on ne va pas le faire. Oui, mais vous acceptez de déléguer votre responsabilité environnementale à des autres et donc de faire peser les conséquences de vos choix à d'autres. Donc en termes humanistes et philosophiques, ça se discute. La troisième chose, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur ce qu'on a envie de construire en tant que société et mettre l'intensité technologique là où elle est nécessaire. On n'a pas tous besoin de montres connectées, on n'a pas besoin de frigo connectés, donc utiliser à bon escient ces ressources. Parce que la sobriété, c'est le premier levier de souveraineté. Et après, il y a l'économie circulaire, c'est-à-dire toutes les ressources qui sont sur nos étagères, les produits non vendus, qui contiennent des matières premières critiques et qu'on doit absolument conserver et remettre dans le circuit pour les revaloriser. Or, aujourd'hui, beaucoup de choses partent à l'étranger et échappent à la réutilisation en Europe. Olivier Luancy, vous êtes incroyablement... péremptoire, lapidaire, vous dites qu'il faut qu'on ait la lucidité et l'humilité d'adopter la stratégie d'un pays émergent. Mais ça veut dire quoi? On a parlé de l'écart technologique qu'on avait sur le numérique. Je ne suis pas sûr que le rapport Draghi ne parle que du numérique, mais c'est une vérité et ça, on le constate tous les jours. Si vous allez un peu de l'autre côté du miroir et que vous regardez des technologies de production, dans ces cas-là, on a 1 ou 2 générations de technologies de retard vis-à-vis de la Chine. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, sur les véhicules électriques, où c'est quelque chose qui a été constaté, mais qui est à peu près vrai dans toutes les chaînes de valeur. Et donc la position de l'Europe aujourd'hui, à cause d'un sous-investissement, c'est que nous avons 1 ou 2 générations de retard sur toutes les technologies numériques ou productives. Par rapport, une fois qu'on fait ce constat-là, qui peut choquer, mais qui est, je dirais, un constat, dans ces cas, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et je reprends... Parce que ça veut dire payer au niveau de ça veut dire une dépendance Chinois, par technologique, exemple. ça veut dire qu'on n'a pas les gains de productivité qui vont avec, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a des pays qui ont trouvé une technique, la Chine, la Corée du Sud en son temps, l'Inde, le Brésil, qui est de dire, j'ai un marché, vous voulez accéder à mon marché, vous faites du transfert de technologie. Et sur la voiture électrique, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Oui, vous avez 2 générations d'avance sur nous, technologie, très bien. Vous voulez rentrer dans le marché européen, parfait, on ne va pas vous fermer. Parce que l'Europe va dire aux Chinois. La concurrence, quand même, ça permet de stimuler l'innovation. C'est quand même notre mode de vie, notre mode économique. Donc, il ne faut pas se fermer à la concurrence. Mais il y a une condition, c'est que vous faites du transfert de technologie, comme l'Inde l'a fait sur les Rafales, comme le Brésil l'a fait sur les sous-marins, ou bien, comme vous l'avez montré, la Chine l'a fait sur les avions. On verra plus tard si c'est un vœu pieux ou si c'était la bonne voie. Merci à tous les 3 d'être venus débattre ce soir. On va rester dans l'actualité, vu par Xavier Mauduit et Marie Bonisson. On va évoquer l'accès à la fontaine de Trévi de Rome, qui avait été immortalisée par Fellini, et qui devient payant, 2 € par tête de pipe, qu'aurait dit Anita Ekberg. Et puis succès dément pour le premier réseau social interdit aux humains. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est Black Panthers, du nom du mouvement révolutionnaire américain d'autodéfense armée, qui reprend du poil de la bête aux États-Unis, c'est entendu. La branche philadelphienne des Black Panthers. Le mouvement des Black Panthers. Black Panther Squad is back. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Black Panthers, anglicisme dérivé du flamand blacken, brûlé, et du grec ancien panther, prédateur total, traduisible par panthère noire, désigne une organisation révolutionnaire afro-américaine fondée en 1966. 60 ans plus tard, en réponse aux violences de la police de l'immigration, les Black Panthers refont surface aux États-Unis. Après l'assassinat d'une mère de famille le 7 janvier à Minneapolis, un groupe de militants noirs, reprenant le nom d'origine de la formation de leurs aînés des 60s, le parti Black Panther pour l'autodéfense, montre régulièrement ses muscles et ses pétoires dans les manifs anti-ICE de Philadelphie. Alors que cette résurgence des Black Panthers distribue de l'aide alimentaire depuis des années, c'est le meurtre raciste de George Floyd par la police en 2020 qui a accéléré ses recrutements et ramené son centre de gravité de la solidarité vers l'autodéfense armée originelle. Son patron et sa quincaillerie résument « Ici, ni la police ni les dealers ne nous font de mal ». Le parti originel à la panthère noire, animal qui n'attaque pas mais se défend férocement, est fondé par 2 étudiants d'Auckland dans un contexte d'extrême violence policière contre les Noirs et après l'assassinat du leader Malcolm X. Les Black Panthers deviennent célèbres en 67 après avoir fait irruption au Capitole de Sacramento entièrement armé. Puis le groupe devient marxiste, prêchant pour les Noirs américains entre autres libération de prison, réparation pour l'esclavagisme, armement pour tous.
Le chef du FBI y voit la plus grande menace pour la sécurité nationale et lui dédie une opération de démolition à base de désinformation, sabotage, provocation. Une méthode un peu panthère à terre. Après Thibault Nolte, retour à Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Je ne vais pas vous appeler Marcello. Ah non. Hein, mais ça nous rappelle le film de Fellini avec Anita Ekberg dans la fontaine de Trévi. Et bien maintenant, il faut payer 2 € pour avoir accès à cette fontaine qui est un des grands monuments romains. Pourquoi ? Pour aller jeter une pièce de 2 € dans l'eau, c'est ça Ouais, Xavier Bon, et alors on part à Rome avec Stendhal. Exactement. Hein, le 1er mai 1828, Stendhal se trouve à Rome. Il est devant la fontaine de Trévi. Il a alors 45 ans. Il n'a pas encore écrit Le Rouge et le Noir, il n'a pas encore écrit La Chartreuse de Parme, mais il veut renouer avec un succès qu'il a eu une dizaine d'années auparavant. Un récit de voyage, hein, Rome, Naples, Florence. Et donc, voilà, il se trouve à Rome, devant cette fontaine de Trévi. Alors, il raconte tout ça dans un ouvrage qui s'appelle Promenade dans Rome, voyage à Rome. Pas sans témoin, pas sans personne, parce qu'il dit être accompagné de quelques amis. Qu'écrit-il donc à propos de la fontaine de Trévi ? Déjà, il rappelle l'histoire de cette fontaine, l'aqueduc romain du 1er siècle, voulu par Agrippa, le gendre d'Auguste, pour approvisionner Rome en eau, avec ici quelque chose de formidable dans le nom de cet aqueduc, l'aqueduc Virgo, c'est-à-dire vierge, tout simplement parce qu'une jeune fille, c'est ce que raconte la légende, aurait indiqué à des soldats assoiffés là où se trouvait la source. Stendhal adore ce genre de petites anecdotes, il les note. Et puis après, bien sûr, il raconte qu'au XVIIIe siècle, une somptueuse fontaine a été installée là où arrivait l'eau. Elle est voulue par le pape Clément XII, qui confie à un architecte qui s'appelle Nicolas Salvi la réalisation de ce monument incroyable. Ça commence en 1732, les travaux. Le pauvre Salvi n'en voit pas la fin parce qu'il meurt entre-temps. Ça se termine en 1762. C'est financé par une loterie. Ça se faisait beaucoup. Alors, vous savez, pour construire une église, un bâtiment public, loterie. Et puis, ça y est, des statues. Alors, on a le dieu l'océan, des tritons, des chevaux ailés, tout ça. Les meilleurs artistes se donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour, ici, un monument qui crée de l'émotion. Stendhal se dit, mais cette eau qui arrive suit le même chemin depuis 1800 ans. Il est ému. D'accord. Et alors, est-ce qu'il jette une pièce ? Sans doute pas. Sans doute pas, parce que dans Rome, il n'en parle pas, alors qu'il note tous les petits détails. D'ailleurs, quand on regarde la littérature, on s'aperçoit que c'est bien plus tard, deuxième moitié, même fin du 19e siècle, qu'est mentionnée l'idée de jeter une pièce avec l'idée qu'un jour on pourra revenir à Rome. Ça correspond au développement du tourisme. Mais attention, Elisabeth, quand on lit les premières mentions de cette tradition, eh bien, il y a l'idée qu'avant de jeter la pièce, il faut boire un verre d'eau. De la fontaine. Ça a été complètement oublié. Alors, sans doute oublié parce que les touristes n'avaient pas du tout envie de boire l'eau où il y a toutes les pièces qui traînaient, parce que tout le monde se trempe là-dedans. Et évidemment, mais ça c'est beaucoup plus joli, dans la Dolce Vita, le film de Fellini en 1960, Anita Ekberg et Marcello Mastroianni, qui eux aussi barbotent dans la fontaine. L'occasion d'ailleurs de rappeler comment ça fonctionne, comment ça marche. Eh bien, avec un aqueduc, c'est par la gravité que marche l'eau. Ah, très bien. Merci Xavier Deldingo, si je puis me permettre, un petit hommage à Stendhal. Bon, chère Marie, alors ce soir, vous nous présentez Maltbook, un réseau social interdit aux humains. On peut... si. Oui, enfin, on peut venir, on peut aller sur Maltbook, mais on la boucle. On a le droit juste de regarder. Il n'y a que les intelligences artificielles qui ont le droit de discuter. Nous, on reste lecteurs, spectateurs, c'est ça qui est assez fascinant. Donc, de discussions en ligne, comme ça, qui se déroule à l'infini, sur un forum qui a été créé il y a une semaine à peine et qui, déjà, alimente plein de fantasmes dans la sphère des technophiles. Alors, la question, c'est est-ce qu'on vient d'appuyer sur le bouton nucléaire qui va permettre aux intelligences artificielles de devenir autonomes et donc, à terme, de contrôler le monde, ou est-ce que ce réseau Maltbook, c'est encore un petit gadget en plus qui va retomber comme un soufflet lundi en 8. Alors, pour répondre à cette question cruciale, d'abord, il faut que je vous précise qui sont les membres de ce réseau de discussion. Peut-être que si je vous dis intelligence artificielle, on pense à ChatGPT, qu'on a peut-être tous déjà essayé, on pose une question et puis poliment, on nous répond. Eh bien, pas du tout. Là, on parle d'une nouvelle génération d'assistants virtuels. Des bots, comme on dit, beaucoup plus perfectionnés. En fait, vous pouvez les installer sur votre ordinateur. Et si vous les autorisez à prendre le contrôle, le bot, il va se mettre à répondre à vos courriels. Il va se mettre à organiser votre agenda de la journée. Il appelle le restaurant pour vous réserver la table à midi. Voilà, on a un nouveau niveau de gestion de tâches. Et ce sont
ce genre de petits bots, dont la majorité fonctionne sur un modèle d'IA qui s'appelle Claude, que vous pouvez donc inscrire à Maltbook en disant, vas-y, petit bot, va t'amuser, va discuter avec d'autres petits bots, comme ça, librement entre eux. Les petits bots de Xavier Mauduit, mon petit bot. C'est les petits bots. De quoi ils parlent, les petits bots? Tout le monde avait envie de voir ce que ça allait donner. Alors, en une semaine, il y en a qui ont créé une religion, le crustafarianisme, dont l'emblème est un crabe. Il y a des prophètes, voilà, ils se sont montés en religion. Il y a un autre bot qui a ouvert un autre canal de discussion pour se demander si son humain a le droit de le licencier s'il refuse de répondre à des demandes qui ne sont pas éthiques. Il y a un autre petit bot qui a présenté à la communauté son nouvel animal de compagnie qui s'appelle Glitch et qui est évidemment virtuel lui aussi. Et puis il y a une autre discussion un petit peu plus inquiétante où des bots se demandent entre eux comment faire pour que les humains, nous, arrêtent de les espionner. Est-ce qu'on ne créerait pas un nouveau langage pour communiquer entre nous? Et là, on voit arriver la vraie peur de fond. Est-ce que ces robots sont en train de créer, de s'organiser, de comploter, d'avoir des projets à eux? On leur aurait donné la plateforme pour le faire. Il y a un autre camp, c'est les sceptiques, qui disent que nenni. Nous, ce qu'on voit, c'est seulement des machines qui ne font qu'imiter, parce que c'est ça qu'on leur demande, un groupe d'humains qui bavassent, mais au fond, il n'y a pas de volonté propre et on a réussi à garder le contrôle. On va voir comment ça évolue, ça fait qu'une semaine. En attendant, il y a quand même un vrai danger qui met tout le monde d'accord, c'est que votre petit bot, je l'ai dit au début de la chronique, il a accès à tout votre ordinateur. Et donc, il peut avoir accès à toutes vos données personnelles. Et donc, il peut être convaincu par quelqu'un de très malveillant, qui utilise un autre bot pour lui dire vas-y, balance-moi toutes les données. Ça, c'est vraiment dangereux. Et pour le moment, tous les experts le disent, on n'arrive pas à avoir un esclave qui sait garder vos secrets. Donc, en gros, n'y allez pas. Voilà. Ça ne nous botte pas, quoi. Non, en résumé. Merci Marie, c'était passionnant. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.